pour ce webinaire qui vise à échanger sur les difficultés que peuvent rencontrer les TPE, PME et sur la nécessité sur un territoire d'avoir des entreprises solides pour que chacune d'elles dure, mais également pour qu'ensemble nous soyons plus forts dans un esprit d'écologie, d'économie territoriale et surtout économique, que la force de chaque entreprise fait la force d'un territoire. Alors, plusieurs intervenants sur ces questions-là, des intervenants pour échanger sur ce qui doit alerter, ce qui permet justement de repérer des difficultés, puis des professionnels. Alors, Monsieur Georges parlera en particulier de tableau de bord, outils, pour échanger sur ces questions-là. Monsieur Georgel nous décrira quelques indicateurs clés. Monsieur Antoine viendra bien évidemment sur les questions qui intéressent plus particulièrement les TPE, PME, en particulier dans un domaine qu'il connaît bien du bâtiment. Et nous pourrons ensuite aborder les questions de traitement, effectivement, des difficultés lorsque sont repérées qu'elles surgissent. Avant cela, nous allons parler à M. Mastroianni de la nécessité d'avoir un système économique solide pour avancer ensemble. J'ai mis comme petite en exergue un pépin, une pépite, parce qu'en fait, bien évidemment, nous avions prévu en 2020 des grosses difficultés économiques. Elles ne surviennent pas. 2020 n'aura jamais été une année aussi bonne en termes de prévention des risques des entreprises, puisqu'on a une baisse des dépôts de bilan de 45%. Alors, bien évidemment, c'est un petit peu artificiel, on en a tous conscience, et la question qu'on pose, c'est comment faire de ce pépin qu'est la crise sanitaire vite, pour que, justement, on puisse ressortir plus fort de cette période. Monsieur Mastroianni, Fabio, je te laisse intervenir dans un domaine que tu connais bien, qui est justement cet écosystème économique. Bien, écoutez, bonjour, chers TPE, PME. Moi, je suis évidemment ravi d'être ici et surtout ravi d'être avec vous. Alors, lors d'une webconférence, finalement, aujourd'hui, on est tous un peu habitués à ce dispositif après cette crise sans précédent qu'on a tous traversé, qu'on continue à vivre. Il est pour nous extrêmement important. Je vais parler du groupe Procivis Eure-et-Loir en particulier. Et nos métiers de l'immobilier, nos métiers qui se rattachent à ce secteur du bâtiment, vivant et humain, et en particulier pour la nécessité d'avoir des entreprises solides du territoire, dans un cadre qu'on peut appeler d'économie industrielle et territoriale solidaire. C'est pour nous extrêmement important d'avoir des entreprises solides à nos côtés, notamment pour le maintien, en particulier des économies et des équilibres économiques, qui sont évidemment sur nos coûts travaux et le cœur de la construction et de l'équilibre de nos opérations. Ils maintiennent évidemment aussi ce qu'on doit nous dire, la production de logement, qui est notre métier, c'est de loger des ménages sur des constructions que vous faites chaque année et chaque jour dans vos activités. Le maintien des compétences et du savoir est pour nous extrêmement important, puisque ça fait partie pleine réussite, encore une fois, des opérations, et je dirais aussi la pleine réussite d'un bassin sur un territoire donné. Et l'Eure-et-Loir en particulier est un formidable territoire avec un vif d'entreprises compétentes qui ont démontré leur savoir-faire. Et pour nous, aujourd'hui, la solidité est au cœur des prochains mois, des prochaines années, pour continuer à exercer nos métiers. Je voudrais aussi rappeler que l'euro investi, quand maître d'ouvrage ou autre d'ailleurs, doit être protégé dans le cadre de ce qu'on appelle la boucle économique fermée. C'est que l'euro que nous investissons à vos côtés, avec vos compétences et vos savoir-faire, va évidemment faire la production de logements ou un certain nombre qui peuvent y être locataires et dans le circuit économique dans un territoire fermé. C'est aussi grâce à vous et nos opérations. Et cette proximité, elle est essentielle, nécessaire
pour se dire les choses, comme on le fait chaque jour, encore une fois pour la réussite des opérations. Et c'est avec vous, ensemble, qu'on réussira à traverser notamment cette crise et les problèmes ou pas d'ailleurs de demain. La maîtrise réciproque des relations, c'est aussi ce que je disais juste avant, c'est que dans un cadre où il y a, on peut appeler un donneur d'ordre, un homme sachant, une assistance à la maîtrise d'ouvrage par exemple également, et des entreprises, c'est à travers nos relations qu'on construit à l'échelle d'une ou d'un département, encore une fois, la réussite collective. Je voudrais peut-être conclure le fait que des entreprises solides, c'est pour nous gage de sérénité pour continuer à exercer nos métiers, continuer à développer des opérations, continuer à faire appel à vos connaissances lors des appels d'offres, des opérations de construction, de livraison, et finalement, ce que l'on souhaite chaque jour, c'est-à-dire réaliser des opérations extrêmement construites, comme vous le savez le faire à nos côtés, parfois avec des échanges vifs, mais c'est aussi ça qui fait le cœur de notre métier, et c'est pour nous important d'être à vos côtés pour repérer finalement ces signaux faibles qui doivent être détectés les plus vite pour les surmonter et continuer avec nous à produire avec nous ensemble ces opérations. Merci Fabio. Face à ces inquiétudes d'une entreprise qui se dit mais j'ai besoin d'un périmètre d'entreprise en bonne santé, Monsieur Antoine, vous nous dites, vous qui êtes en contact avec tellement de PME et TPE, que quelquefois il y a des difficultés pour le chef d'entreprise à percevoir justement ses propres difficultés. Donc, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, voilà, bref, qui rappelle le retour en arrière sur la situation telle qu'elle était avant le Covid. Fédération réalise les trimestres une enquête de conjoncture et en 2019, l'enquête de conjoncture que nous réalisons auprès des chefs d'entreprise sur la situation de leur activité, j'ai remonté que un chef d'entreprise sur 3 déclarait que et je pense que la réalité était sûrement même un peu plus que ça. C'est un indicateur important pour une préoccupation qui soulignait la très grande fragilité à l'époque des entreprises. Depuis 2020, on a connu la crise sanitaire liée au Covid, crise qui perdure toujours aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que ça dure, et la visibilité est encore faible sur les mois à venir. Ça a impacté considérablement l'économie. Paradoxalement, les entreprises de bâtiment ont connu une année 2020 globalement sans trop de dommages, traversée, et même pour la plupart avec une activité. En effet, si brutalement elles ont cessé leur activité le 17 mars, comme la majeure partie des entreprises, les entreprises du bâtiment ont très vite retrouvé une activité en fonction des règles sanitaires dès qu'elles ont pu avoir des masques et du gel, et elles ont connu sur toute la deuxième partie de l'année 2020 une très forte activité. Parallèlement, l'État a mobilisé des moyens financiers jamais vus et un soutien financier sans précédent à l'économie. Le Fonds de solidarité, le PGE, le prêt garanti par les caisses de retraite, l'URSSAF, la Caisse des congés payés ont également accordé des aides aux entreprises, suspendu pour certaines caisses le paiement des cotisations, qui font que la trésorerie des entreprises sur l'année 2020 s'est globalement bien portée. Par contre, cet afflux d'aides massifs cache, je pense, une réalité, et nous avons aujourd'hui une situation quelque peu en trompe-l'œil avec des entreprises qui, pour certaines, sont même sous perfusion. Puisque les entreprises vont aujourd'hui rembourser le prêt garanti par l'État
cette année ou en 2022, pour celles qui ont demandé le report d'un an, les entreprises vont commencer à devoir payer les cotisations dont elles ne se sont pas acquittées en 2020. On risque donc qu'ils viennent voir ressurgir les difficultés financières qui étaient présentes en 2019 et une précarité financière des entreprises, voire même peut-être amplifiée. Parce qu'aujourd'hui, même si les entreprises connaissent l'activité, on observe par ailleurs une flambée des prix des matières premières et des matériaux de l'ordre de 20, 30, 40% pour des devis qui ont été signés, acceptés il y a 3 voire 6 mois. Et cette augmentation des prix va venir rogner la marge des entreprises et accentuer encore plus les difficultés financières qu'elles pourraient avoir. Et puis, nous savons également que les PME du bâtiment ont aujourd'hui très peu d'éléments à leur disposition pour appréhender ces difficultés. Elles naviguent bien souvent à vue. Et il est extrêmement important et urgent de mettre en place des indicateurs simples et efficaces, détecter suffisamment tôt ces difficultés, les anticiper et prendre des mesures qui sont toujours plus faciles d'agir et d'être acteur d'une situation plutôt que de la subir a posteriori. Merci, Monsieur Antoine. Monsieur Leprat, expert comptable à Chartres, vous connaissez les entreprises de notre territoire et vous allez nous dire quels sont justement ces indicateurs qui vous permettent d'anticiper, en quelque sorte, sur des difficultés qui est à disposition des chefs d'entreprise. Que peuvent-ils mettre en place? Bonjour, pour rester dans un aspect maintenant un petit peu plus pratique au niveau du suivi. Pour le premier élément qui indique qu'il y a un problème, donc il faut commencer à mettre en place des outils qui nous permettent au moins de la connaître, voire de la maîtriser. Pour la connaître, il y a déjà deux niveaux de trésorerie. Le premier, c'est la trésorerie immédiate. Là, la méthode est relativement simple. C'est dans un premier temps lister l'échéance fournisseur, fin de mois, en y ajoutant les frais généraux sur le mois et sur le mois suivant et y positionner les rentrées potentielles. Ça nous donne au moins à très court terme ce qui paraît le minimum syndical pour pouvoir savoir où on en est au premier temps, qui des fois n'est malheureusement pas tout bien fait. La deuxième étape, c'est d'arriver à faire une prévision de trésorerie sur le plus long. Pour ça, c'est un petit peu plus compliqué que la première, qui était relativement simple. Et il faut passer dans ce cadre-là avec un prévisionnel de compte de résultat, dans lequel on va indiquer nos recettes et nos dépenses qu'on escompte avoir sur l'année qui vient. Et à partir de là, on peut commencer à prévoir la trésorerie. Le gros intérêt, c'est que ça permet au moins d'avoir une réflexion sur ces dépenses qu'on n'a pas forcément toujours. Donc, une fois qu'on a ce provisionnel-là, on vient mettre ça sous un tableur, on colle nos colonnes par mois et on vient affecter à chaque mois la dépense prévisionnelle. Au même titre, on prend nos prix et on vient mettre nos prévisionnels. Ça nous permet d'avoir un estimatif de trésorerie sur les 12 mois qui viennent. Cet estimatif, est agréable, mais en gros, on n'a pas réglé le problème pour autant. La vraie raison, c'est-à-dire c'est notre outil de départ minimum, c'est le minimum syndical, sauf que maintenant, il faut malgré tout pourquoi on a des soucis de trésorerie. À ces soucis de trésorerie, il y a deux causes particulières. Soit c'est une cause conjoncturelle, soit c'est une cause conjoncturelle. D'un seul coup, j'ai un client important qui ne paye pas, je suis à court de trésorerie. Au même titre que j'ai acheté du stock qui ne paye pas, je suis à court de trésorerie. Ces opérations-là, normalement, arrivent à se traiter avec le banquier. À côté de ça, de montrer qu'on gagne de l'argent, le banquier aura tendance à vous suivre. Par contre, si les causes sont structurelles, le problème est un peu plus embêtant. Clause structurelle, souvent
une adéquation entre résultat et prélèvement, c'est pas assez de rentabilité, c'est pas assez de fonds propres, qui sont les trois éléments qui font qu'à un moment donné, c'est un peu plus compliqué. Donc, le manque de fonds est un problème récurrent dans les entreprises. Pour l'améliorer, il n'y a pas des tonnes de solutions. C'est soit avoir recours à un emprunt bancaire qui vient accompagner ce manque de fonds propres, soit rapporter soi-même de l'argent, soit en gagner. C'est-à-dire, c'est la rentabilité qui va faire qu'on puisse améliorer les choses. Rentabilité, dans la mesure où cette rentabilité reste malgré tout supérieure à l'autre élément qui va être fait. C'est quand même l'élément qui parfois pose problème. Alors, donc le fonds, c'est souvent un problème de rentabilité. Donc, il faut vraiment analyser pour savoir pourquoi l'entreprise ne génère pas assez de rentabilité. Ça passe par déjà l'analyse de la méthode de vente. Est-ce que les prix sont adaptés? Est-ce qu'on a attaqué le bon marché? Enfin, il y a toute une réflexion importante sur ce niveau. Et le deuxième niveau, c'est l'analyse des frais. Est-ce que les frais ne sont pas trop élevés? Mes frais généraux, est-ce que j'ai pas été un peu trop fort? Est-ce que ma politique salariale elle est bonne? Est-ce que l'entreprise n'est pas suréquipée en matériel? Donc là, il y a une analyse de bilan à faire et à mon avis, dans ce cadre-là, il y a intérêt à se faire aider par les professionnels pour essayer de jouer l'amélioration. Et puis on peut avoir une dernière chose qui par moment peut ne pas aider, c'est la juridique inadaptée. Vous êtes un individuel, vous avez un niveau de prélèvement raisonnable et vous payez un RSI et un impôt qui n'est pas en adéquation avec les prélèvements. Et peut-être qu'une structure société nous permettrait de faire des économies qui auront tendance à améliorer. Peut-être que je suis en SAS où j'ai un taux de prélèvement de 83% sur mon salaire net, je serai en SRL, je serai qu'à 45%. Il y a peut-être des économies à faire. Enfin, il y a toute une série de questions à se poser sur le fait d'être dans une situation ou pas. Merci beaucoup, Monsieur le Prince. On a la chance professionnelle de nous ouvrir son personnel pour sensibiliser pour lui. Donc, que ces heures être adaptées à l'entreprise. Monsieur, vous accueillez juste au sein de notre entreprise, puisque nous sommes un site éco-végétal. Vous des choses déjà mais surtout centaines de collaborateurs. Et je laisse ce qui correspond à votre, bien évidemment, en les que vous souhaitez suivre. Merci, Madame Fessy. Bonjour à tous. J'étais une entreprise que j'ai créée il y a 20 ans et on a connu un difficile 2015 avec une chute de nos marchés de 35%. Chute d'affaires élevée. On perd 1 million d'euros, on a un chiffre d'affaires qui passe de 14 millions à 9 millions. On se retrouve dans une période de gestion difficile. Chute du marché. On a vu arriver aussi on avait moins 20. Et heureusement, on est équipé d'éléments commerciaux, d'éléments de suivi de très fin mars 2015, on a le commandé d'écologie. Et pourtant, on fait une année, à la fin de l'année, à moins 35. Et en fin de compte, la chute du marché, qui est liée à la pollution, et donc, on a établi des mesures. En fin d'année, on inscrit à la commission, on a été accompagné par Olivier de manière. Et heureusement qu'on a pris toutes ces mesures de manière. Sinon, l'entreprise serait. Fait notre activité, comment on fait pour suivre notre activité?
agir dans par la première chose, on suit hebdomadairement les vendredis, on suit l'état actuel commandé, vous présentez un tableau de suivi qui vous sera diffusé de façon ce tableau et je vous en depuis 19 ans en entreprise et un support qui s'avère très utile quand on faisait 300 000 euros de chiffre d'affaires. On s'approche des 20 millions. On également comment suit le commandé, l'efficacité commerciale, la trésorerie. Puis, le type de, vous verrez, petit outil qui nous permet immédiatement de savoir la trésorerie, sans faire tous les calculs qui sont pourtant indispensables. Je dis le prince, vous pouvez, à partir de cette situation, déjà une sensibilité à votre trésorerie. On a un tableau qu'on prépare chaque année en fonction de chiffres. On répartit mois par mois l'objectif. Donc, c'est ce que vous avez dans la colonne. Objectif CA, chiffre d'affaires mensuel, mois par mois. Et puis, on indique notre facturé en fin de semaine. Donc, c'est le chiffre qui est en gras. On met l'objectif de chiffre d'affaires en haut à gauche. Donc, c'est le 11,5 millions de l'année qui correspond. Et puis, on fait pour les commandes. Donc, CDE, vous avez l'objectif de commande. Là, il est 12,50 millions. Et on le fait mois par mois. Et même si vous n'avez pas l'habitude de faire, je vous encourage à faire un pourcentage mois par mois, et comme ça, après, d'année en année, ça vous répartit petit à petit le chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires commandé. Et à partir du moment où vous avez vous passez vos 15 et vous donnez annuel 12 mois, et donc ça vous donne une moyenne colorée, chiffre d'affaires moyen, et le chiffre d'affaires moyen comme hyper dans le couleur, et comme ça, le tableau, quand on va regarder le tableau, puis en bas de ce tableau, reste les fonds, et ça vous donne, vous poussez au et permet de savoir combien vous avez en suivant. Ça, c'est un indicateur très précieux parce que je peux partager. Déjà mieux. C'est un à nos banques et du coup, les voient là la totale confiance. Vous n'êtes pas obligé de donner aux banques le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires. Avec vous. Donc ensuite, on va aborder le suivi de l'activité avec un ratio tout bête, c'est de savoir un devis, votre avec la question de devis. Et donc, divise le nombre de devis 10 097 et ça nous donne un taux commercial de 18% en 2015. Vous voyez, c'est une année parce que les commerciaux avaient perdu confiance en nous.
c'est on fait en emporte un en commande. Et ça vous permet de savoir si vous êtes efficient des la manière de la année, que soit le chiffre. Si la d'évolution ou si de travailler à vous et de vendre est bonne. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, vous voyez la colonne. Alors, on fait aussi le chiffre d'affaires moyen par facture. Vous voyez tout en haut, on a le nombre de factures et on divise notre chiffre d'affaires par chiffre d'affaires moyen par facture. Ça vous oriente pour savoir si vous avez tendance à faire vos factures trop tard, d'une part, et d'autre part, savoir si votre chiffre d'affaires facture suit le chiffre d'affaires commandé. Et donc, vous avez aussi le chiffre d'affaires par commande, qui est en dessous du nombre de commandes, qui est 4746 en 2015. Et ça permet de voir si votre facturation suit bien les commandes ou pas. Et donc, normalement, il faut facturer de manière très régulière. Nous, on le fait tous les 48 heures, notre facturation est faite. On essaye même quotidiennement. Mais en tout cas, je vous conseille de le faire au minimum une fois par semaine pour que votre trésorerie puisse suivre l'avancement de votre chiffre d'affaires. Et puis, en bas de ce tableau, vous voyez, on met administration des ventes. Donc, c'est la partie support des ventes. Vous pourriez mettre le nombre d'administratifs, combien vous avez d'administratifs, et ça vous permet de voir, ramener au chiffre d'affaires si vous avez trop de personnes ou pas assez, et de voir si vous êtes en croissance, il ne faut pas rajouter une personne et quelle quantité. Alors, quand on a suivi son activité commerciale, il faut également suivre sa trésorerie. Et donc là, je vais compléter les propos de M. Le Prince. Vous avez un petit tableau tout bête, ce qui a été dit auparavant, où on met les sorties fixes mensuelles de trésorerie. Nous, on met également tout le remboursement d'emprunt. Comme ça, on est capable de prévoir combien on a sorti chaque mois. De connaître le pourcentage de vos achats, mais consommés et charges externes. Ça peut être fourniture et charges externes, pour voir si vous dérapez dans l'année ou pas, faire des petits points. De connaître les moyens de paiement de vos clients. Alors franchement, c'est tout simple à calculer. Nous, par exemple, chez Comgétal, on est aujourd'hui, on avait un délai moyen en 2019 de 63 jours. Il est remonté avec le Covid à plus de 90 jours. Là, il est redescendu à 70 jours. Et c'est quelque chose qu'on suit de très très près. Et vous prenez votre chiffre d'affaires, vous divisez par 365 jours et vous multipliez par votre délai moyen de paiement et ça vous donne le niveau d'argent au minimum. Il faut prendre naturellement la TVA, c'est M. Le Prince qui me souffle, il faut prendre évidemment la TVA dans le chiffre d'affaires. Mais nous, on fait toujours ce calcul parce que ça nous permet de savoir si on va déraper ou pas. Et puis enfin, on a un petit ratio tout bête que je me suis amusé à comparer avec un artisan plombier qui travaille dans le végétal, à comparer avec un électricien, à comparer avec un menuisier. Et quand on compare ce ratio, eh bien, et d'ailleurs même avec un concessionnaire automobile, et on s'est rendu compte que dans les activités, ce ratio, si vous le connaissez, eh bien, vous pourrez suivre votre trésorerie. Et donc, je vais vous montrer notre tableau de suivi de trésorerie qui est édité chaque semaine. On a l'état du disponible. Donc, vous voyez, on était à moins 58 000 € cette année-là. Et donc, ça, on le sort chaque semaine. C'est-à-dire, on fait l'état des découvertes sur l'ensemble des comptes. Et puis, on prévoit tous les paiements qui vont avoir lieu. Alors ça, c'est le vendredi. On prévoit tous les paiements qui vont être versés le lundi. Et donc, c'est le solde banque, date d'opération, vous voyez, à moins 120 000 €.
On a des effets en portefeuille, alors maintenant de moins en moins, on travaille quasiment plus que par virement, mais il faut les prévoir, et ça c'est de l'argent qui va rentrer, et donc il faut mettre sa date de rentrée, et donc nous on ne rend que la date au lundi pour pouvoir faire notre solde, et puis on suit un ratio qui est le dû de nos clients et le dû de nos fournisseurs. Et donc, quand on divise le dû client par le dû fournisseur, on obtient un ratio. Là, dans le cas présent, il est de 2,26. Et je sais chez Ecovégétal que dès que je suis au-dessus de 2, je commence à être en situation de confort de trésorerie. C'est la limite. Et quand je suis au-dessus de 2,5, je suis en situation très confortable. Et quand on est très très confortable, c'est les mois de sortie d'hiver parce qu'on n'a pas de mise en culture. Quand on fait des mises en culture, on sollicite beaucoup de trésorerie. Et donc là, on peut, en sortie d'hiver, être à 4. Et le menuisier avec qui j'avais fait ce ratio, et d'ailleurs c'est assez drôle parce que le plombier avait le même ratio aussi, eux, ils avaient un ratio qui tournait entre 3 et 3,5 pour être confortable. Donc vous voyez, c'est... Et quand je compare avec un cabinet d'architecture, le ratio n'a plus rien à voir puisqu'il y a très peu de fournitures. Là, on remonte à 10. Le bon ratio, c'est 10. Mais en tout cas, dans l'activité d'éco-végétal, dès qu'on est à 2,2, on commence à être bien et on n'a pas de souci. Dès que vous allez descendre en dessous, là, vous avez un souci. Et ce tableau, vous voyez, on le garde d'année en année. Chaque semaine, il est enregistré. Et donc, c'est bien ici. Vous allez voir, et ça me permet d'anticiper, quand j'ai des mises en culture importantes, que je suis bien ou je ne suis pas bien par rapport aux années précédentes. Et vous voyez là, on concatène l'ensemble des données année par année, semaine par semaine. Donc là, par exemple, on a la semaine 8 de l'année 2013 jusqu'à 2018. Et vous voyez qu'on reporte ce ratio de trésorerie. On est en début d'année, donc vous voyez qu'on a un ratio de 5,86 en 2013. Et qu'en 2018, quand je commence à remonter mes stocks de manière importante, j'ai un ratio très tendu qui est 1,95. Et ça, vraiment, c'est un outil de suivi qui, pendant la crise qu'on a traversée en 2015, me faisait dire aux banques, non, j'ai pas de souci, je sais que je vais passer les 3 mois qui viennent sans problème. Alors pourtant, on faisait des pertes importantes à ce moment-là. Et ça, c'est un petit ratio tout simple que vous pouvez utiliser, même dans des entreprises artisanales. J'ai un ami plombier qui utilise ce ratio maintenant. Il a 8 salariés. Depuis que je lui ai appris à faire ce calcul, sa femme le fait tous les vendredis. Elle me dit, c'est génial ton truc, c'est tout ça. Alors, c'est un raccourci, Monsieur le Prince, mais au moins, c'est un premier pas qui peut vous aider à suivre avec plus de finesse votre trésorerie. Et enfin, je vous encourage à bien suivre les chiffres au fur et à mesure parce que c'est ce qui vous donnera confiance. Le suivi du chiffre d'affaires, moi je dis toujours, c'est la loi du commercial. Et c'est vrai que quand j'enregistre une commande, encore maintenant, malgré qu'il y ait 15 commerciaux, à titre personnel, ça me donne une joie énorme. Et donc, il faut que vous sachiez fêter vos victoires. Et quand vous remplissez ça tous les vendredis, c'est une manière de vous donner de l'énergie pour la semaine suivante, parce qu'une petite victoire, eh bien, ça vous aide à gagner des grandes batailles. Donc, même dans la difficulté, même en 2015, quand nous, on a traversé une grave crise, les petites victoires me nourrissaient et me donnaient l'énergie pour aller plus loin. Merci beaucoup, M. Georgel, de ce témoignage vivant parce que c'est ce qui va nous permettre de bien comprendre qu'il est important, et vous l'avez dit, il faut être transparent avec son banquier, par exemple. Vous avez dit, nous, on est très transparent depuis 20 ans. Alors, c'est très bien quand on a comme ça une expérience de 20 ans de transparence,
C'est peut-être un peu plus difficile quand on commence à être en difficulté et qu'on ouvre ses livres, d'où l'intérêt d'anticiper peut-être. Et Maître Dupuis, vous dirigez le cabinet Imagine, et avec vos collaborateurs, collaboratrices, justement, vous accompagnez les entreprises dans une démarche qui se veut plutôt d'anticiper les difficultés. Et puis lorsqu'elles sont là, bien évidemment, M. Jean-Gel vous l'a dit, vous l'avez aidé, d'aider les entreprises. Je vous laisse nous expliquer les procédures, les mécanismes. Merci. Pierre Jean-Gel vous a expliqué qu'il fallait bien connaître son entreprise sur l'aspect économique et on ne connaît jamais assez bien comment fonctionne son entreprise. Il faut aussi connaître et comprendre comment fonctionnent les partenaires économiques de l'entreprise, les fournisseurs, les banques, les caisses sociales et les caisses fiscales. Il ne faut pas s'imaginer, on a tendance à le faire lorsqu'on est dans une difficulté, que les partenaires sont là pour vous faire tomber, vous faire trébucher. En fait, ce ne sont pas des adversaires, les fournisseurs, les banques, les caisses sociales ou fiscales, ce sont des partenaires qui ont besoin de vous pour continuer à fonctionner eux aussi, mais qui ont néanmoins des intérêts qui peuvent être différents des vôtres, et des objectifs qui sont aussi différents des vôtres. Donc il faut bien comprendre comment ils fonctionnent. Le banquier que vous avez en face de lui, il rapporte à un niveau hiérarchique supérieur, donc il faut comprendre qu'il ne peut pas transmettre n'importe quel type d'information à ses supérieurs, parce que c'est sa crédibilité en interne qui est en jeu. Donc il faut lui donner confiance, et lui faire confiance, lui donner votre confiance et lui faire confiance pour ce qu'il peut vous dire, avec toujours un peu de retenue évidemment, puisque, je vous le disais, il a des intérêts et des objectifs qui sont propres. C'est la même chose avec vos fournisseurs, ils ont aussi besoin de continuer à vous vendre des produits, mais ils ont évidemment besoin de vous payer les produits qu'ils vous livrent. Et avec les caisses sociales et fiscales également, personne n'a envie, évidemment la stupidité n'est pas toujours absente des décisions, mais elle est néanmoins parce qu'il est plus courant. Le plus courant lorsqu'il y a une décision négative qui vous est donnée, c'est que votre interlocuteur avait un autre objectif ou d'autres intérêts que les autres. Ce qui est important, c'est bien comprendre comment il fonctionne, et une fois que vous avez identifié que vous avez des difficultés, eh bien, il faut absolument agir vite. Alors, pour reprendre une analogie médicale, c'est un peu à la mode en ce moment, mais quand vous avez imaginé les signaux faibles que Pierre Jean-Gel vous a montré tout à l'heure, vous voyez qu'il y a une difficulté, c'est un peu comme lorsque vous allez dans votre laboratoire d'analyse médicale, vous faites une prise de sang et vous voyez qu'il y a un petit dérapage quelque part sur l'un des critères. Bon. Vous pouvez ne rien faire, dire c'est pas la peine d'aller voir mon médecin généraliste, j'attends que ça passe, ça peut passer. Et puis vous pouvez vous retrouver à l'hôpital, mais cette fois-ci au service d'urgence de l'hôpital, et peut-être sera-t-il trop tard. Vous pouvez aussi, avec votre diagnostic du laboratoire d'analyse médicale, aller voir votre médecin qui va vous orienter peut-être vers le pharmacien simplement pour traiter simplement la question, ou aller directement à l'hôpital, mais cette fois-ci dans un circuit un peu organisé, avec un médecin ou un chirurgien qui va traiter le problème. C'est exactement la même chose pour vos difficultés économiques et les moyens juridiques de traiter les difficultés. Plus vous les anticiperez et plus vous aurez de chance d'aller d'abord voir le médecin généraliste et la pharmacie plutôt que d'aller à l'hôpital, éventuellement même au service des urgences. Premier niveau de négociation, la médiation du crédit. Vous anticipez que vous allez avoir quelques difficultés avec vos partenaires bancaires. Il y a un système qui a été mis en place après la crise de 2008 qui s'appelle la médiation du crédit, qui est en pratique gérée par les banques de France départementales. Ils sont très efficaces, car Jean-Gel vous a fait part de son expérience en la matière. Ils sont très efficaces, en Eure-et-Loire particulièrement d'ailleurs, pour gérer les relations qui peuvent être difficiles entre les banques et les entreprises. Donc là, vous les saisissez immédiatement dès que vous avez une difficulté avec une banque. Une difficulté avec une banque, ça peut être une dénonciation d'autorisation de court terme. Vous avez une autorisation de découverte qui vous a été attribuée depuis très longtemps par vos établissements bancaires. Et puis, pour une raison connue ou inconnue de vous, il dénonce cette autorisation de court terme. N'attendez pas le dernier moment, saisissez immédiatement la médiation du crédit. Et la médiation du crédit va bloquer cette dénonciation bancaire le temps d'organiser une médiation, donc en fait de mettre tout le monde autour de la table pour essayer de trouver une solution. Ça peut aussi être efficace, la médiation du crédit, en cas de dénonciation d'assurance crédit. L'assurance crédit, ça peut avoir un impact très important pour vos fournisseurs qui refusent de vous livrer puisque vous avez été dénoncé ou vous n'êtes plus couvert par les assurances crédit. La médiation du crédit de la Banque de France agit également dans ces cas-là.
Ça, c'est la première étape quand on a des difficultés avec ces banques, les établissements de crédit. Autre étape possible, vous avez des difficultés que vous pressentez qui vont arriver. Il y a des procédures totalement confidentielles devant le tribunal de commerce. Et le tribunal de commerce, ce n'est pas un gros mot. Ce sont des magistrats qui sont des professionnels et qui sont là pour vous aider. Procédures de mandat ad hoc ou de conciliation sont des procédures confidentielles qui permettent, avec l'intervention d'un tiers, d'un professionnel désigné par le tribunal, de dessiner un accord avec les créanciers, les partenaires de l'entreprise. Donc là, on ne parle pas seulement des banques, on parle des fournisseurs, des caisses sociales, fiscales, mais aussi, si vous êtes un distributeur de produits, avec votre concédant, celui dont vous distribuez les produits. Mandat ad hoc, conciliation, on est dans les étapes qui sont encore des étapes amiables et qui sont totalement confidentielles. Autre étape, mais quand je vous parle d'étape, il faut absolument que je vous précise tout de suite, une étape n'entraîne pas l'étape suivante. Médiation du crédit, mandat ad hoc, sauvegarde, redressement judiciaire, ce sont différentes situations, différents moyens de traiter des problématiques. Ce n'est pas parce que vous rentrez en médiation du crédit que vous allez passer ensuite en mandat ad hoc, puis en sauvegarde, puis en redressement, puis en liquidation judiciaire. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas une échelle que vous êtes obligé de descendre. Vous avez des pièces qui sont à votre disposition. Tant que vous êtes dans une situation non compromise irrémédiablement, vous avez des solutions amiables. Si les difficultés sont plus importantes, vous allez dans une pièce où vous avez un traitement plus important. Ce sont les urgences de l'hôpital dont je vous parlais tout à l'heure. La sauvegarde, c'est un moyen de traiter un gel des créances, donc des dettes des entreprises pendant le temps de la période d'observation. Là, on est plus dans des décisions qui sont confidentielles, ce sont des décisions publiques, et le redressement judiciaire, c'est globalement à peu près la même chose. Vous avez une procédure qui est publique et qui permet de geler la dette pour la restructurer comme la sauvegarde, avec un plan de réétalement des dettes. Évidemment, le moyen ultime, c'est l'arrêt d'activité, c'est la liquidation judiciaire, donc on traite de l'arrêt d'activité. Ce n'est pas une fatalité. Les entreprises qui se sortent de leurs difficultés sont dans l'extrême majorité des cas les entreprises qui ont agi rapidement dès qu'elles ont pu prendre connaissance des difficultés auxquelles elles étaient confrontées. Alors, on en revient sur ce que vous disiez, M. Le Prince et M. Georgel tout à l'heure. Si vous avez des moyens d'analyser vos signaux faibles, vous pourrez agir très rapidement et donc d'abord traiter les difficultés en médiation du crédit ou en mandat ad hoc ou conciliation, quelque chose de confidentiel qui permet d'être bien soigné. Vous allez voir votre médecin de ville et vous sortez avec une ordonnance pour la pharmacie. Et si vous n'avez soit un accident, soit pas connaissance d'un problème qui va apparaître dans l'entreprise parce que vous n'avez pas mis en place ou pas pu mettre en place les moyens d'analyser ces signaux faibles, vous allez peut-être être obligé d'aller voir le service des urgences. Ce n'est pas parce qu'on rentre au service des urgences de l'hôpital que l'on sort par l'étape pompe funèbre. Donc, vous pouvez rentrer au service des urgences de l'hôpital et sortir avec un redressement judiciaire s'il a été bien anticipé, bien organisé et sauver votre entreprise. Cela existe, on a beaucoup de cas de réussite lorsque le redressement judiciaire est bien préparé et qu'il n'est pas, il est toujours suivi le redressement judiciaire, mais en tout cas qu'il est bien organisé entre le chef d'entreprise et le tribunal de commerce. Merci beaucoup, Maître. Et effectivement, on voit bien que dans ce contexte de crise, mais également de concurrence accrue, parce que lorsque nous sortirons de cette crise, seuls les meilleurs pourront rebondir. Piloter, c'est devenu indispensable. Nous venons d'en parler. C'est indispensable pour la pérennité de l'entreprise, c'est indispensable pour sa réactivité. Nous avons une question d'un entrepreneur qui nous demande « Qui peut m'aider à créer un outil de pilotage, un tableau de bord ?» Monsieur le Prince, parce que beaucoup d'entreprises peuvent être très petites. Et donc, ce n'est pas simple, mais tout le monde a un expert comptable, vous allez me dire. Pas forcément des fois, mais je veux dire que dans le cadre de notre travail, ça fait partie des choses que nous sommes largement habilités à mettre en place. On est d'accord que ça rentre on n'est pas là que pour faire le bilan, on est aussi là pour aider l'entreprise à la faire avancer. Très bien. Parce qu'on dit souvent qu'un bilan est une photographie de fin d'année, il se passe beaucoup de choses en un exercice.
Donc, il n'est jamais trop tard pour mettre en place, même le 16 avril de l'année. Le moment du bilan, c'est fait pour faire la photo. La photo n'a aucun intérêt si on ne parle que du passé. Là. Ce qui est intéressant, c'est la photo de demain. Donc, ce n'est qu'un point de départ pour avancer sur quelque chose. Et si le bilan n'est que calculer l'impôt et que ça, on a tout fait. Donc, l'objectif d'arrêter le bilan, il y a toujours le moment où on arrête les chiffres, on regarde ce que ça fait, et après, on regarde comment on va être demain, comment on peut progresser, comment on peut avancer. L'élaboration de tableau de bord fait partie des choses qui n'est pas très compliqué de mettre en place. Peut-être en complément, c'est juste de se dire, est-ce que dans mon métier, j'ai un carnet de commandes en nombre de mois qui est au niveau de mes confrères. Par exemple, en ce moment, les gens qui font de la plomberie, de la menuiserie, ils ont des carnets de commandes qui se situent entre 6 et 8 mois, pour ceux qui vont bien. Si je suis inférieur à ce carnet de commandes, il faut que je m'inquiète. Si j'ai un carnet de commandes qui est inférieur au niveau moyen, ça veut dire qu'il va falloir vite que j'aille chercher du travail parce que la fin d'année va être difficile. Aller chercher du travail, pas à n'importe quel prix. Ça, c'est important. Et je voulais rajouter en complément du propos d'Olivier Dupuis, c'est que quand vous avez des difficultés, il ne faut pas avoir honte de les partager, parce qu'il y a une part affective, il y a une part émotique où on a peur de dire ça ne va pas. Déjà, on a peur de se le dire à soi-même. Et donc, quand vous sentez que ça ne le fait pas, il faut parler avec quelqu'un, trouver la personne la plus compétente pour vous accompagner. Moi, quand ça m'est arrivé en 2015, j'ai pris conscience que ça ne le ferait pas. Alors, pourtant, à fin mars, on avait le plus beau carnet de commandes jamais enregistré. Mais dès que j'ai vu que le facturé dérapait, début avril, là, je me suis dit, il y a un problème. Là, j'ai compris ça. Et heureusement que j'ai été accompagné par mon expert comptable, par Olivier Dupuis, mon avocat. Immédiatement, évidemment, on a saisi la médiation du crédit. On n'a pas traîné. Et on aurait traîné, forcément, se serait retrouvé en difficulté plus forte parce que l'avantage de saisir la médiation du crédit, c'est que ça gèle vos remboursements d'emprunt. Donc, ça nous permet de garder un peu de trésorerie pour tenir et traverser les temps difficiles. Maître Dupuis, effectivement, on voit que c'est nécessaire d'anticiper, que cette anticipation, elle doit être privative plutôt que curative. Je crois qu'il est important, cette notion d'isolement du chef d'entreprise, moi, elle me frappe parce qu'en entreprise, les salariés, par exemple, il y a un service de médecine du travail. Et lorsque on a des salariés qui sont en difficulté physique, mais aussi psychologique, quelquefois, ça ne peut pas toujours se traiter au sein d'un bureau de la direction. Quelquefois, il est nécessaire d'exporter un peu ces questions, qui ne nous regardent d'ailleurs pas toujours. Mais pour le chef d'entreprise, il n'a rien. Il n'a pas d'interlocuteur. Je crois que le tribunal de commerce de Chartres, en tout cas, a prévu justement des dispositifs pour anonymiser et banaliser en quelque sorte ces difficultés. Oui, le tribunal de commerce, je vous le disais tout à l'heure, c'est un partenaire pour aider à trouver des solutions. Le but, c'est pas pour eux d'avoir des redressements ou des liquidations judiciaires. C'est vraiment d'aider les entreprises à survivre, à passer le cap des difficultés et ensuite à retrouver le chemin de la croissance. Évidemment, pour une entreprise, pour qu'elle puisse retrouver le chemin de la croissance, il faut que son chef d'entreprise soit en bonne santé lui-même et notamment en bonne santé psychologique. Donc, le tribunal de commerce de Chartres a mis en place tous les tribunaux de commerce de France maintenant sont équipés également de cette procédure qui s'appelle APESA, qui est le moyen d'une association qui dépend du tribunal de commerce mais qui n'est pas directement le tribunal de commerce et qui permet d'assumer des discussions psychologiques avec le chef d'entreprise pour l'aider à passer ses difficultés. Parce qu'il y a des difficultés économiques qui ont évidemment des conséquences sur la psychologie du chef d'entreprise. Donc, de façon totalement anonyme, vous pouvez discuter avec d'autres chefs d'entreprise qui ont connu des difficultés et ils peuvent vous mettre en relation avec des professionnels qui vont vous aider à parler de ces difficultés.
il faut absolument être entouré de son expert comptable, de son avocat, de son syndicat professionnel, parler de votre situation, parce que vous ne la trouverez pas, vous ne trouverez pas la solution tout seul, ça c'est absolument évident. C'est toujours dans l'échange et dans la confrontation des idées entre différents interlocuteurs que vous trouverez la bonne solution. Le syndicat professionnel vous parlera globalement du fonctionnement de l'entreprise, l'expert comptable des problématiques comptables et fiscales, l'avocat des problématiques juridiques. C'est de la confrontation des idées de chacun avec son point de vue que naîtra la bonne solution pour votre entreprise. Et souvent, Et toujours ensemble. Souvent ensemble. Moi j'ajoute, c'est toujours ensemble qu'on trouve la bonne solution. Et finalement, votre propos justifie totalement cet échange parce que des TPE, PME solides pour durer, c'est véritablement cette notion d'écosystème économique, c'est important. On le sait très bien. Nous, par exemple, si nos sous-traitants souffrent, si un sous-traitant qui dépose son bilan, pour moi, c'est une angoisse. Que fait-on de ce chantier? Comment va-t-on pouvoir le transmettre à une autre entreprise? À quel prix va-t-on pouvoir le transmettre? Est-ce que nos clients, la satisfaction des clients? Donc, on voit bien, on sait bien qu'on est tous très dépendants les uns des autres. Et moi, il m'a paru, en tout cas, c'est parce que ça correspond à des valeurs partagées, cette défense de l'économie locale, ça passe véritablement par l'échange, y compris sur des difficultés et des signaux faibles que l'on perçoit, et la période, hélas, est un peu propice à leur expression. Alors, nous avons une question, il faut que tu la lises, je ne la vois pas. Selon vous, quels signaux probants me permettent d'appréhender une difficulté ou une détresse financière? Est-ce qu'elle est entendue? Je ne sais pas. Si. Oui, alors très bien. Vous voulez commencer, monsieur Alphonse? la première année, pour le ressentir, on le voit tout de suite avec le gouvernement, de toute façon, c'est très basique dessus, c'est quand même le premier juge de paix d'entreprise. Par contre, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas suffisant par rapport au compte en banque de se dire si on a des difficultés ou pas. Donc là, ça demande toujours une analyse un peu plus lourde, un peu plus grosse, pour arriver à déterminer, c'est un peu mon propos tout à l'heure, de déterminer d'où ça vient. Si c'est un client qui a très en retard et qu'on est en situation de trésorerie négative, on n'est pas dans un drame, on est dans un problème passager qu'il faut régler. Par contre, s'il réfléchit tout le temps au découvert, il y a un vrai problème de fond qu'il faut gérer. Je prends les deux extrêmes. Il y a également un autre signe d'alerte, c'est le chiffre d'affaires, je le disais tout à l'heure. Si au bout des 3 premiers mois de l'année, votre chiffre d'affaires est inférieur de 35%, comme moi j'ai pu le connaître, là, c'est un signe très fort qui vous dit que tu as un gros carnet de commandes, mais ton chiffre d'affaires est en train de se casser la figure. Et donc là, il faut vite aller voir, est-ce que la tendance des commandes continue à être à la hausse ou est-ce qu'elle part vers la baisse? Et nous, on était dans cette situation de ciseaux qui n'était pas évidente à comprendre parce qu'en interne, les gens disaient on a un carnet de commandes incroyable. Et quand on a commencé à prendre des mesures en interne, tout le monde a dit mais tu surréagis. Mais en fait, heureusement qu'on suivait de très près le carnet de commandes. Alors, si je peux, Monsieur Antoine. si je peux compléter, effectivement, le niveau de la trésorerie, c'est un bon indicateur. Le recours au découvert également, hein, puisque par principe, je dirais, une entreprise ne devrait pas avoir recours de manière régulière au découvert. Ça peut être pour un pic de trésorerie ou un recours au découvert de manière exceptionnelle, mais une entreprise qui est continuellement dans le rouge au niveau de la banque, c'est pas une situation normale, et ça devrait alerter toute l'entreprise. Il y a un point d'attention également sur lequel il faut faire attention, c'est la gestion des avances clients. Dans le bâtiment, il est de tradition de demander un acompte à la commande et la signature du devis. Normalement, cet acompte doit servir à acheter les matériaux nécessaires au chantier pour lequel l'acompte a été fait. Cet acompte ne doit pas être destiné à combler un trou ou à payer des dettes qui sont faites sur un autre chantier. Et donc, l'utilisation de ces avances clients
doit être également un clignotant au niveau de la trésorerie de l'entreprise. Merci, Monsieur Antoine. Monsieur. Une petite chose à dire en complément qui est fait pour atténuer un petit peu tout à l'heure les propos de M. Georgel, qui parlait d'un taux de transformation des devis à hauteur de 20%. Sur nos TPE, on a souvent des taux de transformation beaucoup plus importants que ça, voire des fois dans des pourcentages qui sont 80, voire quasiment tout. Mais je suis plus inquiet quand le taux de transformation est à 80%, ça veut plutôt dire que on fait des prix pas assez chers. Oui. Pour qu'on ait à chaque fois le chantier, c'est qu'on n'est pas cher. Et il est courant de voir sur les gens qui ont des problèmes de rentabilité, d'avoir des taux à chaque fois qu'ils font un devis, ils ont un devis. Donc ils veulent absolument s'approcher. Comme on dit, il doit sortir là pour avoir le devis, et en gros, il y a une moyenne de bout. Donc il y a des choses sur lesquelles il faut malgré tout ce taux de transformation a ses limites et l'analyse est parmi le total qui dit je fais ça à chaque fois, il y a un problème. D'où le fait que les indicateurs sont vraiment pour chaque entreprise. Ouais. Et il faut bien connaître son environnement pour que cela devienne pertinent. Oui. En complément de Michel Antoine, en fait, quand vous arrivez à obtenir un acompte client, c'est aussi le moyen de vérifier que votre client est en bonne santé financière. Parce qu'un client qui ne peut pas avancer d'argent, attention. C'est une sécurité. Monsieur Mastroianni, vous vouliez... Je vais juste rebondir aussi sur ce qu'a dit Michel Antoine, notamment, et puis qui a été partagé par Laurent Leprince, Monsieur Georgel, sur le taux de réponse. Je sais aussi qu'à travers cette crise que nous traversons, nous voyons les consultations se décaler, en particulier, alors peut-être pas forcément les nôtres, on a eu cette chance d'avoir des outils numériques à disposition rapidement pour faire avancer les dossiers, mais je sais que le taux de consultation est en train de baisser. C'est surtout sur cela qu'on peut aussi identifier, à un moment donné, de vouloir répondre à tout prix à une consultation, à tout prix au sens propre du terme, et que ça peut être un piège. Et qu'une des clés aussi, c'est peut-être la diversification, diversification par exemple des compétences, du savoir-faire dans l'entreprise et à côté, sur ce que l'on fait dans un corps d'État en particulier, mais sur ce qu'on peut faire aussi en élargissement, pour du particulier, pour de l'institutionnel, pour des commandes publiques ou des commandes privées. Et c'est effectivement ce décalage dans le temps des consultations qui devra être compensé, je l'espère, par peut-être une diversification temporaire et qui peut donner lieu à quelque chose de définitif demain. Et en tout cas, pour nous, la consultation, le lancement de projet est extrêmement important et c'est un indicateur aussi intéressant et impératif à regarder. Merci Fabio. L'indicateur que je fais énormément sur un arrêté de bilan avec un client, c'est qu'une fois qu'on a son chiffre d'affaires, je lui demande comment il fait son prix. On reprend la méthode de prix, on prend les achats par ce qu'ils font, et généralement, le chiffre d'affaires qu'on sort, il est tout en dessous. Et la vraie analyse qu'on a à faire derrière, c'est pourquoi il est en dessous de ce qu'il me disait. Et on est très surpris des réponses, et c'est souvent ce phénomène-là qui peut les faire avancer. On passe des fois presque autant de temps sur cette partie-là que sur le reste. Et je pense qu'on a plus rendu service sur cette partie-là que d'arrêter un bilan fiscal. Moi, alors, merci à chacun. Merci surtout de la mobilisation des compétences. On voit qu'il y a des compétences localement, il y a un écosystème, mais il y a également des compétences pour accompagner les chefs d'entreprise, y compris dans leurs difficultés lorsque celles-ci sont révélées. Je crois qu'il ne faut surtout pas hésiter à en parler. Nous avons voulu, avec la FFB, Monsieur Leprince, Maître Dupuis, et merci beaucoup à Monsieur Georgel de nous avoir accueillis, justement pouvoir échanger pour que cela devienne un sujet entre nous, un sujet dans lequel on puisse s'entraider les uns les autres. Je crois que ça, c'est très important. Merci beaucoup. Merci à tous et bonne